Tu n'auras rien, Claire, rien du tout. » Ces mots résonnèrent tâtés dans mon jardin comme un coup de tonnerre. Brutal et glaçant. J'étais penchée sur mes rosiers, le sécateur en main, quand j'ai entendu le claquement sec de ses talons sur les dalles de pierre. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qui osait s'avancer ainsi. Seule, elle se permettait de pénétrer ici, dans l'endroit le plus intime que mon père avait façonné de ses propres mains. Lorsqu'elle s'est approchée, son parfum agressif a recouvert l'odeur douce des roses, et sa voix mielleuse s'est transformée en une arme. Elle, la femme pour qui mon mari m'avait trahi, se tenait là, dans ce jardin sacré, prétendant que cette maison devait lui appartenir. En un instant, la paix fragile de ma matinée s'est effondrée, remplacée par une colère sourde que je peinais à contenir. Je serrais mon sécateur si fort que mes jointures blanchirent, mais je refusais de lui donner la satisfaction de voir ma faiblesse. Mon père avait planté ces rosiers blancs pour le jour de mon mariage, croyant qu'ils symboliseraient un avenir pur et radieux. Aujourd'hui, leurs pétales semblaient tachés par le souvenir de ma vie brisée. Elle m'observait avec ce sourire peint, ce mélange de mépris et de triomphe, comme si ma douleur lui appartenait. Elle parla de droit, de partage, de ce que mon frère Étienne lui aurait déjà promis. Sa voix dégoulinait de fausse douceur, mais je n'entendais que le venin. Chaque mot prononcé sonnait comme une insulte à la mémoire de mon père, disparu il y a à peine 2 semaines. La blessure de son absence était encore béante, un vide que je n'arrivais pas à combler. Ses mains calleuses me guidaient encore dans mes souvenirs, lorsqu'il m'apprenait à tailler ces mêmes rosiers, répétant que même les épines ont leur utilité. Et voilà qu'aujourd'hui, une intruse se permettait de fouler ce sol, de convoiter ce qu'il avait construit, pierre après pierre, avec patience et amour. Elle parlait de rénovation comme on parle d'un projet banal, sans comprendre que chaque mur de cette maison contenait une histoire, chaque arbre du jardin un secret. Son arrogance me coupait le souffle, mais je restais droite, refusant de céder un pouce de terrain. Je soutins enfin son regard. Mes yeux devaient brûler autant que mon cœur, car son sourire vacilla l'espace d'un instant. « Cette maison est la mienne », dis-je d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient. Je sentis la rage se mêler au chagrin. Un mélange dangereux qui menaçait d'exploser. Elle rit, un rire cassant, avant de tourner les talons vers le portail, lançant par-dessus son épaule qu'elle serait bientôt chez elle. Quand le claquement de ses talons s'éloigna, je demeurai seule au milieu des roses. Les pétales blancs, éclaboussés par la terre que mes doigts tremblants avaient renversés, semblaient rougis par une blessure invisible. J'inspirais profondément, consciente qu'une guerre venait de commencer et que mon père n'aurait jamais voulu que je recule. Je continuais à tailler les rosiers blancs que mon père avait plantés pour mon mariage, comme pour me raccrocher à un souvenir moins douloureux. Ces fleurs étaient censées symboliser la pureté et l'espoir d'une vie nouvelle. Le jour de la cérémonie, je m'étais avancée vers l'autel avec le parfum des roses dans l'air, persuadée que rien ne pourrait briser cette promesse. Et pourtant, les années avaient suffi pour que tout s'écroule. Mon mari avait fini par céder aux avances topasicus de sa secrétaire, cette même femme qui me faisait face aujourd'hui, maquillée à la perfection, comme si la trahison pouvait s'envelopper d'un joli ruban. En la regardant, je revoyais encore la scène de ma découverte, la trahison nue qui avait détruit mon couple et anéanti mes illusions. Son sourire froid m'était insupportable. Il avait quelque chose d'artificiel, une grimace savamment contrôlée, où chaque pli de ses lèvres semblait calculé pour m'humilier. Et puis elle prononça le nom d'Étienne, mon frère. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Elle affirmait qu'il l'avait déjà soutenu, qu'il reconnaissait, lui, son droit à une part de l'héritage. Étienne.
Rien que son prénom faisait naître en moi un mélange de colère et de tristesse. À l'enterrement de notre père, il m'avait à peine adressé la parole, préférant rester aux côtés de mon ex-mari. J'avais vu leurs apartés, leurs sourires complices, et j'avais compris qu'un fossé s'était creusé entre nous. L'entendre maintenant cité comme allié par cette femme, c'était une trahison de plus, un coup de couteau supplémentaire dans une plaie déjà ouverte. Je baissai les yeux vers les rosiers pour contenir l'orage qui grondait en moi. Mon père m'avait souvent répété que le jardin révélait l'âme de celui qui s'en occupe. Il faut de la patience, de la fermeté, mais aussi de la tendresse. Ces paroles résonnaient alors que je luttais pour garder mon calme. Elle, en revanche, n'avait rien de cette délicatesse. Elle ne voyait dans ses murs, ses fleurs et ses souvenirs qu'une valeur marchande, une fortune à saisir. Sa voix suintait la certitude de celle qui croit déjà avoir gagné. Et pourtant, je savais au plus profond de moi que mon père n'aurait jamais permis cela. Il avait toujours défendu l'idée que le patrimoine n'était pas une simple question d'argent, mais une histoire, un héritage moral. Elle piétinait tout cela avec son arrogance. Je relevai la tête et plantai mes yeux dans les siens, décidé à ne pas flancher. « Tu te trompes, » lui dis-je. « Étienne ou pas, cette maison ne t'appartiendra jamais. » Mon ton avait tremblé, mais ma détermination était intacte. Elle se contenta de hausser les épaules, feignant l'indifférence. Mais je vis briller une lueur de satisfaction dans son regard, comme si elle se délectait de ma résistance. Elle se nourrissait de mes émotions, de mes blessures. Et moi, je restais figée dans le jardin, consciente que le combat ne faisait que commencer. Les rosiers, témoins silencieux de ma vie brisée, semblaient maintenant m'encourager à tenir bon. Leur blancheur éclatante contrastait avec la noirceur de cette intrusion. Et dans ce contraste, je compris que la lutte serait longue, mais nécessaire. Le deuil de mon père était encore une plaie vive. 2 semaines seulement s'étaient écoulées depuis que j'avais accompagné son cercueil jusqu'à la petite église du village. Et déjà j'avais l'impression que l'air manquait dans cette maison, où tout respirait encore sa présence. Les odeurs de tabac froid et de cuir de son bureau flottaient dans l'air. Les traces de ses pas semblaient encore marquées sur les pierres du jardin. Et voilà qu'au lieu de respect ou de silence, je devais subir l'intrusion de ceux que je considérais comme des charognards, impatients de dépecer ce qui restait de son héritage. Le contraste était insupportable. Moi, encore recroquevillée dans ma douleur, et elle, déjà en train de calculer la valeur de chaque mur, chaque fenêtre, chaque parcelle de terre. Elle parlait de rénovation comme on parle d'un projet excitant, une maison à retaper, un défi architectural. Elle décrivait déjà la couleur des murs, les meubles à remplacer, l'espace qu'il faudrait abattre pour moderniser les lieux. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans mon cœur. Je l'entendais effacer sans remords le travail patient de mon père, lui qui avait construit pierre après pierre cette demeure, qui avait veillé à chaque détail, comme s'il sculptait une partie de son âme dans la maison. Pour elle, ce n'était qu'un capital à transformer, une vitrine sociale à exhiber. Elle ne comprenait pas que chaque fissure, chaque brique portait le poids de notre histoire familiale. L'idée qu'elle puisse s'approprier ce sanctuaire était pour moi pire qu'une gifle. Je sentais mes mains trembler, serrant les cisailles, comme une arme dérisoire contre son audace. Le métal froid me donnait au moins l'impression d'avoir encore une prise sur quelque chose. Un repère au milieu du chaos. Mon père m'avait appris que le jardin était un miroir de l'âme. Quand la colère dominait, les fleurs se fanaient plus vite. Mais en cet instant, j'avais l'impression que c'était moi qui risquais de me faner, tant la rage et la peine m'épuisaient. Elle, de son côté, continuait à parler, ses phrases emplies de certitude, comme si mon existence n'était qu'un obstacle administratif à balayer.
Chaque sourire qu'elle affichait me donnait envie de hurler. Mais je restais immobile, ancrée dans la terre humide, comme si mes racines me retenaient de tomber. La scène avait quelque chose d'irréel, comme un mauvais rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Le ciel gris au-dessus du jardin, le parfum entêtant des roses, et cette voix perfide qui voulait effacer tout ce qui restait de mon père. Tout cela formait un tableau oppressant. Je savais que si je cédais à la colère, je lui donnerais exactement ce qu'elle attendait. Une preuve de faiblesse. Alors je me tus. Je me concentrais sur la régularité de ma respiration, sur le geste mécanique de mes cisailles. Chaque branche coupée était comme un battement de cœur. Un rappel que j'étais encore là, que je pouvais tenir bon. Et dans ce silence tendu, je pris une résolution. Quoi qu'elle tente, elle n'aurait pas cette maison, pas tant que je respirerais. Ce soir-là, incapable de supporter plus longtemps le poids de la journée, je pris mon téléphone et appelai Amélie, ma meilleure amie. Depuis l'université, elle avait toujours été mon refuge, celle vers qui je me tournais quand je ne savais plus par où avancer. Sa voix calme au bout du fil me réchauffa aussitôt, comme si le simple fait de l'entendre m'offrait une bouée dans l'océan de chagrin et de colère où je me noyais. « J'arrive », dit-elle sans hésiter. Et à peine une demi-heure plus tard, je vis sa silhouette franchir le portail du jardin. Elle tenait une bouteille de vin dans une main et son attaché-casse dans l'autre, symbole parfait de ce qu'elle était. Une alliée à la fois tendre et redoutable. En la voyant, je sentis mes épaules se relâcher pour la première fois depuis des jours. Je l'accueillis dans le salon, encore imprégné de l'odeur du tabac de mon père. Nous n'eûmes pas besoin de beaucoup de mots. Elle posa le vin sur la table, ouvrit 2 verres, et son regard sérieux me poussa à sortir l'objet que je n'avais pas encore osé partager. Là, dans mes mains, l'enveloppe que j'avais découverte sous un rosier ce matin même, humide de rosée et portant cette écriture que je connaissais par cœur, celle de mon père. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je la lui montrais. « Je crois que c'est pour moi », murmurai-je. Amélie fronça les sourcils, intriguée, puis me fit signe de l'ouvrir. Son calme méthodique contrastait avec le tumulte qui bouillonnait en moi. À l'intérieur, une clé et un message court, presque sec, griffonné à la hâte, mais clair. « Pour toi, ma fille, le tiroir du bas. Protège ce qui est à toi. » Rien d'autre. Pas d'explication, pas de tendresse habituelle, mais une consigne précise, urgente, comme si mon père avait prévu que le danger viendrait vite. J'eus l'impression que la pièce se refermait autour de moi. La clé brillait dans ma paume, petite et lourde à la fois, comme si elle contenait en elle un pouvoir immense. Amélie la prit délicatement, l'observa longuement, puis leva les yeux vers moi. « Il a préparé quelque chose, et il voulait que tu sois la seule à y avoir accès. » Ces mots m'apportèrent à la fois une peur nouvelle et un étrange soulagement. Peut-être que je n'étais pas aussi seule que je le croyais. Nous décidâmes de monter dans le bureau de mon père. La pièce m'accueillit avec son silence solennel, ses murs tapissés de livres et son grand bureau en chêne, où je l'avais tant de fois vu écrire. Mon cœur battait à tout rompre, tandis qu'Amélie m'encourageait d'un signe de tête. Je glissai la clé dans la serrure du tiroir du bas. Un déclic se fit entendre, doux mais implacable, comme une porte qui s'ouvrait sur un secret longtemps gardé. Mes mains tremblaient lorsque je tirai le tiroir, découvrant un dossier épais, relié d'une ficelle, et une petite clé USB soigneusement rangée dans une enveloppe Kraft. Mon souffle se coupa net. Mon père, même au seuil de sa mort, avait pensé à protéger ce qui m'appartenait. Et je compris, au regard attentif d'Amélie, que la véritable bataille ne faisait que commencer. Amélie, toujours posée et précise dans ses explications, m'apprit ce soir-là que mon père avait pris soin de modifier son testament, à peine quelques jours avant sa mort. Ce geste, si discret et secret, prenait désormais tout son sens.
Lui qui avait toujours su anticiper les coups, comme aux échecs qu'il adorait, avait compris que certains rôdèrent déjà autour de sa fortune et de sa maison. En parlant de ce codicile, Amélie employa ce ton ferme, presque solennel, qui me glaçait autant qu'il me rassurait. Elle me regarda droit dans les yeux et ajouta « Il a protégé ton héritage. Il savait que tu serais attaqué. » Ces mots résonnèrent en moi comme une révélation, et en même temps comme une blessure, car cela signifiait que mon père, même dans ses derniers jours, avait pressenti la cupidité des autres. Le tiroir de son bureau, désormais entr'ouvert grâce à la petite clé retrouvée sous le rosier, semblait me fixer comme un coffre au secret. Je tirai doucement, le bois grinça, et apparut un dossier épais, ficelé avec soin, ainsi qu'une clé USB rangée dans une petite enveloppe. Mes mains tremblaient lorsque je les pris, comme si j'avais peur de réveiller quelque chose d'enfoui. Le dossier avait du poids, réel et symbolique, et je sentais déjà que ce qu'il contenait allait bouleverser l'équilibre fragile de ma vie. Amélie, d'un geste calme, m'encouragea à le poser sur le bureau. Elle connaissait la valeur d'une telle découverte. Ce n'était pas seulement des papiers, c'était une arme de vérité, mais aussi de destruction pour ceux qui avaient cru pouvoir manipuler ma famille. Je regardais la clé USB comme on regarde une énigme. Que pouvait-elle contenir? Des documents, des vidéos, des preuves irréfutables? Mon père n'avait jamais été un homme technologique, mais il savait s'entourer des bonnes personnes. S'il avait pris soin de compiler quelque chose dans cet objet si petit et si moderne, c'est que cela avait une importance capitale. Amélie fronça les sourcils et me dit doucement « Je crois qu'il avait prévu chaque détail. Tout ceci n'est pas un hasard, Claire. Ton père voulait que tu sois prête, et il savait à qui tu avais affaire. » Je sentis une vague d'émotion me traverser, mélange de gratitude et de colère. Gratitude envers cet homme qui, même malade, avait pensé à me défendre. Colère contre ceux qui m'obligeaient, moi, sa fille endeuillée, à me battre au lieu de faire mon deuil. Assise sur la chaise en cuir de mon père, je caressais machinalement le dossier. Le souvenir de son rire grave me revint, quand il me disait que la vie était une partie d'échecs et que seule la patience permettait de gagner. Il avait vu venir la trahison, comme un joueur qui prévoit plusieurs coups à l'avance. Les silhouettes de mon ex-mari et de sa nouvelle épouse me revinrent en mémoire, leurs sourires arrogants, leurs menaces à peine voilées. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une intuition paternelle, c'était une certitude qui l'avait transformée en stratégie. Mon père avait préparé sa défense au-delà de la mort, et ce soir-là, dans ce bureau silencieux, j'avais entre les mains la preuve tangible de sa clairvoyance. Je déliai la ficelle qui retenait le dossier et, avec une appréhension sourde, en sortis la première pile de documents. Tout de suite, les images s'imposèrent à moi comme des gifles. Des photographies en couleur, nettes, indiscutables, montraient mon ex-mari franchissant la porte d'un cabinet d'avocats dont le nom seul suffisait à éveiller la méfiance. Je reconnus la façade sombre, les vitres opaques, le genre d'endroit où l'on n'entre pas par hasard. Son allure nerveuse, son regard fuyant en disaient plus long que n'importe quelle confession. Ces photos ne m'entêtaient pas. Il préparait quelque chose dans l'ombre, bien avant que les mots d'héritage ou de partage n'apparaissent officiellement. Mon cœur se serra, partagé entre rage et tristesse. Une fois encore, il prouvait que sa loyauté n'avait jamais existé. Puis je découvris d'autres clichés. Sur l'un d'eux, sa nouvelle épouse, celle qui avait détruit mon mariage, se penchait vers une infirmière de la clinique où mon père avait passé ses derniers jours. Ses doigts manucurés glissaient une enveloppe épaisse dans la poche du tablier blanc, et l'expression nerveuse de l'infirmière en disait long. Acheter des informations sur l'état de santé de mon père, sur ses intentions, sur son testament. Quelle bassesse!
La bile me monta à la gorge. Cette femme n'avait reculé devant rien. Elle ne s'était pas contentée de m'arracher mon mari. Elle avait osé souiller jusqu'aux derniers instants de mon père, utilisant sa faiblesse comme un marchepied vers sa fortune. Le mépris que je ressentis à cet instant était si fort qu'il m'en coupa le souffle. Mais ce qui me frappa le plus fut de voir apparaître, au détour d'une série de clichés, la silhouette de mon frère Étienne. Mon cœur fit un bond douloureux. Étienne, mon sang, mon compagnon d'enfance, se tenait là, dans un parking sombre, à quelques mètres de mon ex-mari et de cette femme. L'image était nette, indiscutable. Pourtant, ce qui attira mon attention fut son visage. Rien de complice ni de réjoui dans son expression. Au contraire, ses traits semblaient tendus, crispés par le dégoût. Ses yeux évitaient les leurs, et sa main se serrait si fort autour d'une enveloppe qu'on aurait dit qu'il cherchait à se retenir de la jeter à terre. Je restai un moment figé devant ce cliché, incapable de respirer, me demandant ce que cela signifiait. Était-il impliqué? Manipulé? Ou bien jouait-il un rôle plus complexe que je n'osais l'imaginer? Je levai les yeux vers Amélie, qui observait les photos avec un calme apparent mais dont la mâchoire serrée trahissait la gravité de la situation. « Ton père savait, » dit-elle enfin d'une voix basse. « Il a tout vu venir, et il a voulu que tu aies les preuves en main. Mais regarde bien, Étienne, tu vois ce que je vois ?» Je hochai lentement la tête. Oui, je voyais cette lueur de répulsion, cette hésitation qui ne collait pas à l'idée d'un traître enthousiaste. Mon père avait glissé ce cliché dans le dossier pour une raison précise. Me montrer que tout n'était peut-être pas aussi simple que je le croyais. Et en cet instant, un doute nouveau s'installa en moi. Un doute qui allait changer la suite des événements. Amélie, en feuilletant les documents avec son regard d'avocate méthodique, m'expliqua que je ne devais pas me laisser aveugler par la première impression. Elle m'assura qu'Étienne n'était pas l'allié de mes ennemis, mais qu'il jouait, en réalité, un double rôle. Son attitude distante, son silence blessant lors de l'enterrement, ses échanges murmurés avec mon ex-mari et sa complice. Tout cela avait été calculé. Il leur a donné juste assez de matière pour qu'ils croient en lui, dit-elle doucement, mais jamais plus. Ton père et lui se sont entendus pour créer une illusion de complicité. Je restai interdite. Étienne, mon propre frère, avait accepté d'endosser le masque du traître afin de mieux piéger ceux qui cherchaient à nous dépouiller. Cette pensée me bouleversa. La douleur de son apparent éloignement n'avait donc été qu'un sacrifice nécessaire. Elle poursuivit, avec ce calme implacable qui la caractérisait, en comparant la stratégie de mon père à une partie d'échecs. J'entendais encore sa voix grave me répéter, quand j'étais enfant, qu'aux échecs la reine n'était jamais laissée sans défense. On sacrifiait parfois un pion, ou même un cavalier, mais toujours pour la protéger. Amélie posa la main sur le dossier, comme pour appuyer son propos. Ton père savait que tu étais la reine de cette partie. Il a accepté que certains paraissent compromis pour mieux dévoiler la vérité au moment décisif. L'image me frappa de plein fouet. Je revis ces soirées passées devant l'échiquier, ses explications patientes, ses conseils sur la prudence et l'anticipation. Il avait transposé sa passion dans la réalité la plus cruelle, faisant de sa mort prochaine une partie qu'il refusait de perdre. Je pensais alors à Étienne, à son visage crispé sur la photo, à ses yeux fuyants qui semblaient à basse refuser l'infamie dont il était témoin. Si Amélie avait raison, il avait vécu ces semaines dans une tension insoutenable, pris entre deux mondes, joué le rôle du complice auprès des traîtres, tout en restant fidèle à notre père et à moi. Ce n'était plus de la distance ou de l'indifférence, mais du courage, celui de celui qui accepte d'être mal jugé pour la réussite d'un plan plus grand. Je sentis une vague de honte m'envahir en repensant à la rancune que j'avais nourrie contre lui.
Pendant des jours, j'avais cru qu'il m'avait abandonnée, alors qu'en réalité, il risquait tout pour nous protéger. Assise dans le vieux fauteuil de cuir, les yeux rivés sur le dossier, je mesurais la profondeur de la stratégie de mon père. Rien n'avait été laissé au hasard. Le codicille, les preuves, le rôle joué par Étienne. Chaque pièce avait sa place sur l'échiquier. J'étais à la fois émerveillée et terrifiée par cette clairvoyance. Mon père avait transformé sa fin de vie en une ultime leçon, une démonstration de ce qu'il m'avait toujours appris. La patience, la lucidité et la force de ne jamais reculer. Et tandis qu'Amélie rangeait soigneusement les documents, je compris que la partie n'était pas terminée. Au contraire, le vrai coup de théâtre se préparait et je devais être prête à en être l'actrice principale. Cette nuit-là, alors que le silence pesait sur la maison, j'entendis frapper doucement à la porte d'entrée. Lorsque j'ouvris, je découvris Étienne, le visage marqué par la fatigue, les traits tirés, les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Il n'avait rien du frère sûr de lui que j'avais connu autrefois. Sa chemise était froissée, sa cravate mal nouée, et dans sa main tremblante, il tenait une serviette en cuir qu'il serrait comme une bouée. Je le laissai entrer sans un mot, partagé entre méfiance et soulagement. Il s'assit lourdement dans le salon, posa sa serviette sur la table basse et me regarda avec une intensité qui me glaça. Je ne pouvais plus continuer à jouer ce rôle sans t'en parler, murmura-t-il d'une voix éteinte. Il ouvrit la serviette et en sortit une série d'enregistrements. Sur son téléphone, il fit défiler des fichiers audio, des voix que je reconnus aussitôt. Celle de la femme de mon ex-mari, tranchante, menaçante, promettant monts et merveilles en échange de son silence. Celle de mon ex-mari lui-même, parlant de comptes bancaires, de parts d'héritage, de moyens de me discréditer. Chaque mot résonnait dans la pièce comme une gifle. Étienne, d'un geste fébrile, me montra aussi des vidéos prises en cachette, des réunions dans des parkings sombres, des conversations hâtives autour de tables de café, des enveloppes glissées discrètement. « J'ai tout enregistré », dit-il. Les menaces, les potadéliens, les plans sordides, tout est là. Je restais figée, partagée entre l'horreur de ce que je voyais et l'immense soulagement de savoir que les preuves existaient. Puis, il sortit de sa serviette une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 500 000 €, signé de la main de mon ex-mari. Je restais muette en découvrant cette somme astronomique. Étienne la posa sur la table, sans détour. Il voulait quoi que je témoigne contre toi, que je dise que papa n'était plus lucide lorsqu'il a modifié son testament. C'était le prix de ma trahison. Mon cœur se serra à ces mots. Pendant une seconde, je crus vaciller, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mais il ajouta aussitôt, sa voix brisée mais ferme. « Je n'ai pas encaissé ce chèque. Je l'ai gardé comme preuve. Je ne pouvais pas faire ça, Claire. Pas à toi. Pas à papa. » Et dans ses yeux fatigués, je vis pour la première fois depuis longtemps une sincérité désarmante, un éclat de loyauté retrouvé. Je pris le chèque entre mes mains, sentant le papier rigide comme une pièce de plomb. Cet objet, symbole de leur tentative de corruption, devenait paradoxalement une arme en notre faveur. Mon frère, que j'avais cru perdu, avait choisi de me protéger, de protéger l'honneur de notre père, au risque de sa propre réputation. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, mélange de douleur et de gratitude. Étienne me regardait en silence, attendant un mot, un signe. Je posai ma main sur la sienne et soufflai. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Ce fut comme une réconciliation muette, fragile mais nécessaire. Dans ce salon empreint du souvenir de papa, nous comprîmes tous deux que la partie s'approchait de son dénouement et que désormais, nous allions affronter ensemble la tempête. Le lendemain matin,
L'atmosphère dans la maison familiale était lourde, presque théâtrale. Le grand salon où j'avais passé tant de dimanches paisibles avec mon père s'était transformé en scène de confrontation. Les rideaux tirés laissaient entrer une lumière crue, et les caméras de l'équipe engagée par ma rivale clignotaient déjà, prêtes à capturer chaque détail de ce qu'elle croyait être son triomphe. Assise sur le canapé, elle rayonnait d'une satisfaction arrogante, vêtue d'une robe sombre et chère qui contrastait avec mon deuil, encore palpable. Mon ex-mari, à ses côtés, avait l'air plus nerveux, mais jouait malgré tout son rôle de soutien silencieux. Amélie, droite et digne derrière le bureau de mon père, ouvrait lentement la chemise contenant le testament, consciente que chaque mot allait peser lourd dans la balance. La lecture commença. La voix claire d'Amélie égrenait les phrases rédigées par mon père avec précision. Elle annonça que les biens principaux de l'héritage, la maison et une partie des actions de l'entreprise familiale, seraient répartis à 60% pour moi et 40% pour eux. Ma rivale bondit presque de sa chaise, ses yeux s'écarquillant d'une joie mal contenue. Elle saisit la main de mon ex-mari avec un sourire radieux, puis lança un regard triomphant vers les caméras. Je le savais. Sa voix résonna dans la pièce comme une cloche de victoire. Tout en elle transpirait la certitude d'avoir déjà gagné. Je sentis mon cœur battre plus vite, mais je restais immobile, sachant ce qui allait suivre. Amélie m'avait prévenu. Cette euphorie ne durerait pas. Puis, avec un calme calculé, Amélie leva les yeux de ses papiers et sortit une enveloppe scellée. Elle annonça d'un ton solennel. « Votre père a ajouté un codicille à son testament, 3 jours avant sa mort. » Le silence tomba brusquement dans la pièce. Les sourires s'effacèrent. Les caméras semblèrent même ralentir leur cliquetis, comme si elles pressentaient l'imminence d'un retournement. Ma rivale fronça les sourcils. Son corps tendu soudainement. « Un codicille ?» répéta-t-elle, la voix plus aiguë, comme si le mot lui brûlait la langue. Son assurance vacilla à l'espace d'un instant. Et je savourais ce moment, celui où le doute commençait à fissurer son masque de victoire. Mon ex-mari, blême, demanda à voix basse. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais Amélie ne répondit pas tout de suite, laissant planer la tension. Avec une lenteur volontaire, elle brisa le sceau et déplia le document supplémentaire. Sa voix, ferme et claire, s'éleva dans le salon. L'acceptation de toute part d'héritage sera conditionnée par une enquête complète sur certaines irrégularités financières et personnelles constatées dans les mois précédant le décès. Elle posa alors sur la table, une à une, les photos, les relevés et les preuves que mon père avait rassemblées. Le choc fut immédiat. Ma rivale pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un rictus incrédule, tandis que mon ex-mari baissait la tête, incapable de soutenir les images de ses propres manœuvres. Les caméras continuaient de tourner, immortalisant non pas leur victoire, mais leur chute imminente. Je restais silencieuse, observant la scène avec une froide détermination. Le piège de mon père venait de se refermer, et je sentais sa présence dans la pièce, comme s'il assistait lui-même à l'exécution de son ultime coup d'échec. Les preuves s'abattirent sur la table comme une pluie glaciale. Amélie les disposait méthodiquement. D'abord les photos de mon ex-mari entrant chez cet avocat douteux, puis celles de sa femme glissant des enveloppes à Chetchi à l'infirmière. Ensuite, les relevés bancaires apparurent, alignant les transferts suspects et les sommes dissimulées dans des comptes offshore. Chaque document était une pierre jetée contre leur façade de respectabilité. Les caméras, restées braquées sur la scène, captèrent jusqu'au moindre détail. Les mains qui tremblaient, les yeux qui fuyaient, la pâleur qui s'installait sur leur visage. La pièce, quelques minutes auparavant emplie de leur jubilation, était devenue un tribunal silencieux où chaque feuille de papier pesait comme une condamnation. Puis,
Amélie inséra la clé USB dans l'ordinateur posé sur le bureau. L'écran s'alluma, révélant l'image de mon père. Mon cœur se serra à sa vue. Il semblait fatigué, affaibli par la maladie. Mais son regard restait vif, ferme, habité par cette détermination que j'avais toujours admirée. Sa voix emplit la pièce, grave et claire malgré sa faiblesse. « Si vous regardez ceci, c'est que certains ont osé toucher à mon héritage par la fraude ou la manipulation. Sachez que chaque tentative sera rendue publique et que ceux qui ont voulu tromper ma famille seront couverts de honte. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. C'était comme s'il s'adressait directement à eux, les jugeant depuis l'au-delà. Je sentis les larmes me monter aux yeux, non de tristesse mais de fierté. Même après sa mort, ils veillaient encore sur moi. Leurs réactions ne laissèrent aucune place au doute. La femme de mon ex-mari, d'habitude si théâtrale, perdit son masque. Ses yeux roulaient d'un côté à l'autre, ses lèvres tremblaient, et elle semblait incapable d'articuler une défense cohérente. Mon ex-mari, lui, s'effondra presque sur sa chaise, tenant sa tête entre ses mains comme si le poids des preuves l'écrasait physiquement. L'arrogance qui les habitait la veille s'était dissoute en une panique nue. Leur respiration haletante résonnait plus fort que les paroles de mon père, qui, sur l'écran, continuait de parler d'honneur, de vérité et de justice. C'était une scène irréelle. Le fantôme d'un homme mort 2 semaines plus tôt dictait encore la destinée des vivants. Je regardais tout cela avec une froide lucidité. Le piège s'était refermé comme prévu, et les caméras filmaient chaque seconde de leur humiliation. Cette mise en scène, qu'ils avaient assez voulu pour immortaliser leur victoire, devenait le théâtre de leur déchéance. Les journalistes présents à l'extérieur n'auraient bientôt qu'à recevoir les images. Elles parleraient d'elles-mêmes. Je respirais profondément, sentant la présence de mon père dans la pièce, comme un murmure au milieu du tumulte. Il avait tout orchestré. Les documents, le codicille, l'enregistrement. Sa stratégie d'échec arrivait à son terme, et les pièces noires s'écroulaient une à une. En les observant chanceler, je compris que la partie était presque gagnée. Mais ce n'était qu'un début. La justice devait encore suivre son cours, et il me faudrait la force d'affronter la suite. La chute fut brutale. Alors que la police entrait dans le salon, alertée par les preuves accumulées et déjà transmises au procureur, les caméras captèrent l'instant précis où mon ex-mari et sa nouvelle femme furent menottés. Leurs regards affolés, leurs protestations désespérées, tout fut enregistré et exposé. En quelques secondes, ceux qui se voyaient héritiers triomphants devinrent des criminels pris en flagrant délit. Je ressentis un mélange d'effroi et de soulagement, incapable de détourner les yeux de cette image de justice en marche. Pourtant, au milieu de ce chaos, je savais que le pire restait à venir. Amélie, toujours méthodique, me conduisit dans le bureau pour examiner plus en détail certains documents annexes, ceux que mon père avait laissés dans une enveloppe séparée. C'est là que nous découvrîmes l'horreur. Parmi les feuilles soigneusement classées, un dossier portait un titre simple, presque anodin. Plan B. Mon cœur se serra en parcourant les premières lignes. Il ne s'agissait pas de simples manœuvres financières ou de stratégies juridiques. Les mots décrivaient des accidents possibles. Une chute dans l'escalier, une intoxication alimentaire, voire un incendie inattendu. Tout y était noté avec une froide précision, comme un manuel de mise à mort déguisé en fatalité. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. Amélie dut poser sa main sur mon bras pour m'empêcher de tomber. Ce n'était plus seulement une affaire d'héritage, c'était ma vie qu'elle avait voulu effacer. Comme une page inutile dans un livre trop long. Chaque ligne que je lisais me donnait des frissons glacés. Elle avait détaillé des horaires, des habitudes, même des lieux où l'accident pouvait se produire. Ma respiration s'accéléra
et je compris avec effroi qu'elle m'avait observé, suivi, étudié pendant des mois. Son obsession n'était pas uniquement la fortune de mon père. Elle voulait m'éliminer pour ne laisser aucune entrave à ses projets. Les mots, couchés noir sur blanc, ne laissaient aucun doute sur sa détermination. Cette femme, que j'avais d'abord considérée comme une rivale arrogante et cupide, se révélait être un danger mortel. Et tout à coup, la colère que je ressentais contre elle se transforma en un sentiment plus sombre. Une peur viscérale mêlée de dégoût. Je relevai les yeux vers Amélie, dont le visage s'était durci. « Elle ne voulait pas seulement ton argent, » murmura-t-elle. « Elle voulait ta disparition. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pensais à mon père, à son instinct, à sa lucidité. Il avait deviné ce qu'elle préparait, et c'est pour cela qu'il avait tout prévu. Il n'avait pas seulement protégé son héritage, il avait protégé ma vie. Je me sentis submergée par une vague de gratitude et de douleur. Les roses blanches du jardin me revinrent en mémoire. Symbole de pureté, elles s'étaient tachées de terre et de sang dans mon esprit. Mais une chose était claire. Grâce à mon père, grâce à Étienne et Amélie, je n'étais pas tombée dans ce piège mortel. Et maintenant, exposée devant les caméras, elle devait affronter non seulement la justice des hommes, mais aussi l'échec de son projet le plus noir. Quelques semaines plus tard, lorsque le tumulte des procès et la frénésie des médias commencèrent enfin à s'apaiser, je retrouvai le courage de pousser la porte de la serre de mon père. Cet endroit avait toujours été son sanctuaire, un lieu où il se retirait pour réfléchir, apaiser ses tourments ou simplement contempler la beauté fragile de ses orchidées. L'air y était chaud, saturé du parfum des fleurs qu'il chérissait tant. Le soleil filtrait à travers les vitres légèrement opaques, dessinant sur le sol des motifs lumineux qui semblaient danser avec le vent. Là, posé sur son établi en bois, un grand dossier m'attendait, soigneusement fermé par une ficelle. Mon cœur se serra. Je sus immédiatement qu'il s'agissait du dernier cadeau qu'il m'avait préparé. Avec des gestes hésitants, je défis la ficelle et découvris un acte de propriété au nom de mon père. Il avait acheté en secret le terrain voisin de ma petite boutique de fleurs. J'eus les larmes aux yeux en comprenant ce que cela signifiait. Ce n'était pas simplement un bout de terre supplémentaire, c'était une vision, un avenir qu'il avait imaginé pour moi. Lui qui m'avait vu sombrer dans la douleur après la trahison, lui qui avait deviné la menace qui planait sur moi, avait aussi choisi de semer une graine d'espoir pour mon avenir. Dans une enveloppe jointe, une lettre portait son écriture familière. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. « Ma chère Claire », commençait-il, « si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté et que la justice a été rendue. Mais je ne voulais pas que ta vie s'arrête à ce combat. La serre est le symbole de la patience et de la renaissance. Le terrain que j'ai acheté doit devenir ton champ des possibles, l'espace où tes fleurs pousseront libres, comme toi. N'oublie jamais que, même si les épines blessent, elles protègent aussi la beauté des pétales. » Je relus ces lignes encore et encore, chaque mot vibrant en moi comme un souffle venu d'ailleurs. Son ultime leçon n'était pas seulement de me défendre, mais de me rappeler que la vie continue, que la douleur n'est pas une fin, mais une terre fertile pour renaître. Je sortis de la serre en tenant l'acte et la lettre contre moi. Le jardin brillait sous la lumière d'un printemps nouveau, et pour la première fois depuis longtemps, je n'y voyais plus seulement des souvenirs douloureux, mais une promesse. Étienne m'attendait près du portail, Amélie à ses côtés, et je leur montrai le document avec un sourire que je croyais perdu. Ensemble, nous allions transformer ce terrain en un espace où mes fleurs pourraient s'épanouir, où la mémoire de mon père vivrait dans chaque pétale. Je levai les yeux vers le ciel et murmurai « Merci, papa ». J'avais compris enfin. Malgré les trahisons, malgré les menaces, malgré les blessures,
La vie offrait toujours une seconde floraison. Et moi, j'étais prête à renaître, malgré les épines.